On a souvent l'impression de tout savoir sur le Bitcoin. Mais, et si certaines de ces idées les plus fondamentales, n'étaient pas les seules possibles? C'est exactement la question qu'on va creuser aujourd'hui en le mettant face à un rival un peu moins connu, Monero. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple comparaison technique, c'est une véritable bataille de philosophie qui pourrait bien changer notre perception de l'avenir de la monnaie numérique. Cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois. C'est le mantra de Bitcoin, la promesse d'une rareté absolue, gravée dans le marbre, ou plutôt dans le code. C'est la pierre angulaire de sa valeur, ce qui en fait, aux yeux de beaucoup, le véritable or numérique. Bon, alors voilà, on plonge direct dans le vif du sujet. Et si cette idée de rareté absolue n'était finalement pas la seule solution, voire pas la meilleure dans toutes les situations? C'est la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Pour y répondre, on va explorer 4 grands dilemmes. D'abord, la question de la vie privée, visible ou invisible. Ensuite, l'offre monétaire, finie ou infinie. Puis, la philosophie derrière le minage, spécialisée ou démocratique. Et enfin, les mécanismes de récompense entre choc et stabilité. Tout ça pour voir comment ces choix dessinent, au final, 2 chemins radicalement différents. Allez, on commence avec le premier point, et c'est un point absolument fondamental, la confidentialité. Est-ce que les transactions financières doivent être publiques ou au contraire privées par défaut? Cette image illustre parfaitement la différence. Sur Bitcoin, le registre des transactions est public. Alors, on ne voit pas les noms des gens, mais on voit les adresses et les montants. On parle de pseudonymat. Avec Monero, c'est tout l'inverse. L'expéditeur, le destinataire et même le montant sont complètement masqués par défaut. Là, on est dans l'anonymat total. Alors, pourquoi c'est si important? Ça nous amène à un concept clé, la fongibilité. C'est un mot qui peut paraître compliqué, mais l'idée est toute simple. 1 euro, c'est 1 euro, peu importe son parcours. Avec Bitcoin, c'est différent. Si une pièce a été liée à un moment à une activité illégale, son historique peut la salir. Concrètement, ça veut dire qu'on pourrait se retrouver avec un Bitcoin contaminé sans même le savoir. Avec l'anonymat total de Monero, ce problème n'existe pas. Chaque pièce est identique à une autre, elle est donc parfaitement fongible. Et le point crucial, ce sont les conséquences bien réelles de ces choix. La traçabilité de Bitcoin, même si elle est relative, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est aujourd'hui toléré et même parfois adopté par les institutions. A l'inverse, l'anonymat complet de Monero lui a valu une réputation sulfureuse en devenant la monnaie préférée du dark web, ce qui a conduit à son retrait de la plupart des grandes plateformes d'échange. On voit bien ici 2 philosophies, 2 destins. Ce qui est vraiment parlant avec cette diapositive, c'est qu'elle nous montre l'expérience utilisateur. Oui, il est possible d'être anonyme sur Bitcoin, mais comme le montre bien le dessin, c'est un véritable parcours du combattant. Il faut utiliser des techniques complexes, bref, ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors qu'avec Monero, c'est la norme. C'est simple, c'est intégré, c'est automatique. On passe au deuxième grand débat, le fameux dogme des 21 millions. Est-ce qu'il faut vraiment une offre monétaire absolument limitée, ou est-ce qu'une offre qui continue de grandir, même tout doucement, peut avoir ses avantages? Monero a une offre infinie, et ça, je sais, ça peut faire un peu peur au premier abord. Mais regardons cette équation. Pas besoin d'être un génie en maths pour la comprendre. Ce qu'elle nous dit, c'est une chose très simple. Même si de nouvelles pièces sont créées en permanence, leur poids par rapport à la masse totale devient de plus en plus petit. Il tend vers 0. L'inflation existe, oui, mais son impact diminue constamment avec le temps. Et là, on touche à un compromis vraiment fascinant. La rareté absolue de Bitcoin, ça récompense massivement ceux qui sont arrivés les premiers, les fameux early adopters. Mais sur le très long terme, on peut se demander si ça ne va pas créer une barrière à l'entrée énorme pour les générations futures. Le modèle de Monero, lui, a un effet différent. Il dilue un tout petit peu la valeur pour les détenteurs actuels, mais il garantit que de nouvelles personnes pourront toujours obtenir des pièces facilement, sans avoir l'impression d'être exclus du système. Troisième point de friction, comment on sécurise le réseau? Faut-il des machines ultra spécialisées, de véritables monstres industriels, ou est-ce que les ordinateurs que tout le monde a à la maison devraient suffire? Pour bien comprendre ce débat, il faut d'abord savoir ce qu'est un ASIC. Imaginez un athlète olympique qui s'est entraîné toute sa vie pour une seule discipline, disons le 100 mètres. Il est imbattable à ça, mais il est nul en natation. Eh bien, un ASIC, c'est pareil. C'est une puce conçue pour une seule et unique chose, calculer des hash le plus vite possible pour miner de la crypto-monnaie. Et cette image, elle illustre à merveille la philosophie de Monero. Monero est conçu pour être ASIC résistant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son algorithme change régulièrement, justement pour empêcher qu'une puce spécialisée puisse dominer le réseau. L'idée, c'est de permettre à n'importe qui, avec un simple processeur d'ordinateur de bureau, de participer à la sécurisation du réseau. Voilà donc le compromis. D'un côté, Bitcoin, avec ses ASICs, favorise la création de fermes de minage gigantesques.
Ça crée une tendance à la centralisation, c'est vrai, mais ça rend aussi le réseau incroyablement cher et difficile à attaquer. C'est la sécurité par la puissance brute, la puissance industrielle. De l'autre côté, Monero, en résistant aux ASICs, vise un idéal plus démocratique, où un maximum de gens peuvent participer. Le revers de la médaille, c'est que le réseau est potentiellement un peu moins coûteux à attaquer. Quatrième et dernier point de comparaison, comment est-ce que les nouvelles pièces sont distribuées aux mineurs? Est-ce qu'on le fait par à-coup, avec des chocs prévisibles, ou plutôt via un flux continu et stable? Jetons un œil à ce graphique. La ligne bleue, c'est Bitcoin. On voit très clairement des chutes brutales, en forme d'escalier, tous les 4 ans. C'est le fameux halving. La récompense des mineurs est divisée par 2, d'un coup. La ligne rouge, c'est Monero. Là, c'est tout autre chose. On voit une courbe douce qui descend, puis qui finit par devenir une ligne parfaitement droite et plate. C'est ce qu'on appelle l'émission de queue, une récompense faible mais constante et à perpétuité. L'implication de ces deux approches est énorme. Le halving de Bitcoin, c'est un moteur narratif extrêmement puissant qui alimente les grands cycles de prix. Mais c'est aussi un choc violent qui peut mettre en faillite les mineurs les moins efficaces, du jour au lendemain. L'émission de queue de Monero, elle, est beaucoup moins spectaculaire. Par contre, elle garantit aux mineurs un revenu de base prévisible pour toujours. Et ça, c'est une garantie de sécurité pour le réseau sur le très, très long terme. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On vient de voir 4 domaines clés où Bitcoin et Monero ont fait des choix de conception radicalement opposés. Pour résumer, tout est une question de compromis. D'un côté, Bitcoin a choisi la transparence, la rareté absolue, la sécurité à l'échelle industrielle et les chocs narratifs. De l'autre, Monero a opté pour l'anonymat, l'accessibilité perpétuelle, la participation décentralisée et la stabilité pour ses mineurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, il n'y a que des choix et des conséquences différentes. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, peut-être la plus importante. Plutôt que de se demander qui a raison ou qui a tort, ne devrait-on pas plutôt voir ces deux projets comme des outils complémentaires? L'un pourrait être une sorte d'or numérique, traçable et auditable, tandis que l'autre serait l'équivalent de l'argent liquide numérique, privé et intraçable. La question n'est peut-être pas de savoir lequel va gagner, mais plutôt de comprendre quel outil est le bon pour quel usage.